retrouvés sur nos antennes. Merci de votre... Voici les titres du journal. Diplomatie, la Guinée renforce ses partenariats stratégiques. Après le Sénégal, une délégation mauritanienne a été reçue à la primature par le Premier ministre Amadou Ouriba. Coopération bilatérale et enjeux sous-régionaux au cœur des échanges. Nous en parlerons en début d'édition. Grand Conakry, 5 ouvrages transforment le quotidien des citoyens. Un mois après leur inauguration, les premières retombées sont déjà visibles, mais le passage des gros porteurs endommage certaines installations et suscite des inquiétudes. C'est le grand format de ce soir. Hommage national à Souleymane Diallo, figure emblématique de la presse guinéenne. Le fondateur du groupe de presse Lynx est salué comme un bâtisseur de la liberté de la presse et un modèle pour plusieurs générations. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Réunis ce jeudi à Conakry autour du Premier ministre, les membres du gouvernement et plusieurs hauts cadres de l'administration prennent part à une session d'information et d'échange consacrée à la préparation et à l'exécution du budget de l'État. Durant 2 jours, les participants vont approfondir leurs connaissances sur les outils de planification, de gestion et de contrôle budgétaire dans le but d'assurer une meilleure adéquation entre les ressources publiques et les priorités de développement national. Compte rendu, Hadi Kamara. La maîtrise des finances publiques commence par une compréhension commune des règles du jeu budgétaire. Les membres du gouvernement se retrouvent autour de cette table. Objectif, renforcer la coordination dans la préparation et l'exécution du budget de l'État. Les participants échangent sur les bonnes pratiques, les défis et les exigences de la gestion publique. C'est un contexte marqué par le déploiement progressif du budget programme, un outil qui met l'accent sur les résultats, la performance et l'efficacité de l'action publique. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté constante du gouvernement de consolider les principes de bonne gouvernance à travers une gestion des finances publiques fondée sur le dialogue, la transparence et la responsabilité. Elle reflète notre détermination collective à faire du budget de l'État un puissant levier de développement durable, de création de valeur et d'amélioration du bien-être de la population. Elle participe également au renforcement du lien de confiance entre l'État et les citoyens, condition essentielle à la réussite des politiques publiques et à la consolidation du contrat social. Face aux participants, le Premier ministre rappelle les fondamentaux de la bonne gouvernance budgétaire. Selon lui, les arbitrages financiers doivent avant tout traduire les priorités politiques du gouvernement, tout en privilégiant les actions à fort impact sur le quotidien des populations, des investissements utiles, des dépenses maîtrisées et une meilleure allocation des ressources publiques. Aujourd'hui, nous voulons transformer notre économie. Nous disons que le programme Simandou, c'est le programme qui va nous amener la richesse et des opportunités extraordinaires. J'aime bien, c'est bien beau de le dire, mais pour que cela soit, que faut-il ? Pour que cela soit, il faut de manière sûre, profonde, être rigoureux. Rigoureux en ce qui concerne la mise en œuvre des procédures budgétaires, rigoureux en ce qui concerne la collecte des ressources, rigoureux en ce qui concerne les dépenses également. Parce que c'est par ce biais-là que nous pourrons exploiter et utiliser les opportunités que le programme minier Simandou 2040 peut apporter à la Guinée. Nous devons nous remettre en cause, accepter de se dire ce n'est pas les services financiers des départements qui doivent se retrouver dans une pièce et qui vont faire les budgets du département sectoriel. C'est le ministre lui-même, avec son cabinet, qui doit décliner ses priorités politiques et ces priorités politiques doivent être transformées en chiffres pour que cela puisse tenir la route et que les engagements du ministre puissent être traduits dans la réalité pour les besoins de la population. Il faut créer une compréhension partagée des mécanismes budgétaires, car la réussite du budget programme repose sur l'implication de tous les acteurs. Planification,
programmation, exécution, suivi et évaluation. Chaque maillon de la chaîne est concerné. Le chef du gouvernement encourage ainsi la tenue régulière de ce type de cadre d'échange. Une ambition qui participe à l'amélioration de la gouvernance financière et à une gestion plus performante des ressources de l'État. La consolidation de la discipline budgétaire demeure aujourd'hui l'un des leviers essentiels pour transformer les priorités gouvernementales en résultats concrets au bénéfice des citoyens. Après la visite d'une délégation sénégalaise porteuse d'un message du président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu une importante délégation mauritanienne conduite par le chef de la diplomatie de ce pays au cœur des échanges, de renforcement de la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun au niveau sous-régional et international. Compte rendu Ousmane Bangoura. À son arrivée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, la délégation sénégalaise, conduite par le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Cheikh Tidiane Niang, est accueillie par le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Sandan Kouyaté. La mission est ensuite reçue à la primature par le Premier ministre, chef du gouvernement. Porteuse des messages du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, destinée au président de la République Mamadi Doumbouya. La mission a permis d'échanger avec le Premier ministre Amadou Ouriba sur les consultations en cours au sein de la CEDEAO, ainsi que sur la candidature du général Biram Diop à la présidence de la commission de l'organisation régionale. Ce message consistait à formaliser la présentation de la candidature sénégalaise à la présidence de la commission de la CEDEAO, parce que le président de la République a porté son choix au général Biram Diop, qui a été jusqu'à récemment ministre des Forces armées et qui a aussi occupé d'importantes fonctions, non seulement au gouvernement, mais aussi au niveau des institutions nationales sénégalaises, au niveau de l'armée, qui a aussi une expérience onusienne qui est très forte, qui a aussi évolué dans le monde académique, qui connaît très bien les questions de paix, de sécurité, de maintien de la paix. Et le président Diomaye Faye a pensé que c'était vraiment le meilleur choix que le Sénégal pouvait offrir à la communauté. La place de la Guinée en la CEDEAO est une place importante. En tant que membre fondateur de cette institution, les changements, les élections, tout ce qu'il y a comme constitution de cadres, de hauts cadres et de recrutement, cela ne peut pas se faire sans la participation, sans l'aval de la République de Guinée. C'est pourquoi le président, son Excellence Diomaye Diakhar Faye, a bien voulu envoyer cette mission à son frère et ami, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Le Premier ministre a, au nom du chef de l'État, reçu le message qu'il va transmettre au président de la République et il a effectivement retracé les relations de fraternité qui existent entre les deux peuples, entre les deux pays et entre nos gouvernements, et surtout entre nos leaders. Quelques heures plus tard, Amadou Ouriba reçoit une délégation mauritanienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould. Porteuse des messages du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à l'attention du président Mamadi Doumbouya. La mission évoque avec le Premier ministre les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, les questions sous-régionales ainsi que le rôle de l'organisation de la coopération islamique. On lui a remis un message écrit adressé à son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, par son frère et ami, son Excellence M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Ce message traduit donc une coordination, une concertation régulière entre les deux chefs d'État, entre les deux gouvernements, sur l'ensemble des questions d'intérêt commun. La Guinée et la Mauritanie ont décidé de parler d'une seule voix et je pense que c'est dans ce cadre-là que les deux chefs d'État échangent les correspondances. Et le Premier ministre a rassuré
la délégation que le message sera porté à son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ces visites traduisent l'engagement de la Guinée en faveur du dialogue, de la concertation diplomatique et du renforcement de ses partenariats stratégiques. La Guinée enregistre 2 importantes victoires diplomatiques avec son élection au Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC, et Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ces succès traduisent la confiance de la communauté internationale et le rayonnement croissant du pays sur la scène mondiale. Le compte-rendu est signé Makeme Donzo. Mobiliser les compétences, les expériences et les ressources financières de la diaspora au service du développement de la Guinée. C'est l'objectif que s'est fixé la Fédération internationale pour la participation citoyenne au développement de la Guinée, FUPACDEC, une nouvelle structure qui ambitionne de créer un cadre de concertation et d'action entre les Guinéens établis à l'étranger et ceux vivant sur le territoire national. La diaspora n'est pas seulement une communauté vivant à l'étranger. Elle constitue une véritable force économique, intellectuelle et stratégique. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la FIPADEC. Notre ambition est de contribuer à la construction d'une Guinée moderne, prospère, inclusive et participative. À travers cette fédération, les initiateurs souhaitent faciliter le transfert des investissements, des compétences et du savoir-faire de la diaspora vers les communautés locales. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique du programme Simandou 2040. Je peux vous assurer que pour le Premier ministre, la problématique de l'insertion de la diaspora dans le tissu économique guinéen est une préoccupation. La vision de la fédération est celle de l'accompagnement qui permettra à la diaspora de mieux porter ses projets à maturité. Que ces défis-là, pour qu'ils soient atteints, ils nécessitent l'implication de tous. Vous parlez de participation citoyenne, c'est l'inclusivité, c'est l'inclusion de tous ceux qui peuvent permettre à ce pays d'avancer. Par cette initiative, la FUPACDEC entend fédérer les énergies et les expertises des Guinéens où qu'ils se trouvent autour d'un objectif commun. Participer activement au développement national et renforcer la contribution de la diaspora à la réalisation des grandes ambitions de notre pays. Par le gouvernement guinéen, une rencontre d'échange consacrée aux ajustements et à la finalisation technique du programme de réforme de l'État et à la modernisation de l'administration publique s'est tenue à Conakry. Cette session de travail a réuni les principaux acteurs impliqués dans la transformation de l'administration publique afin de valider les dernières orientations du programme PREMAP. Abraham Christophe Conti. Autour de cette table, les représentants des départements sectoriels, experts techniques et partenaires institutionnels. Ils passent en revue les différentes composantes du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique PREMAP. La démarche vise à procéder aux derniers ajustements techniques du document stratégique avant sa validation définitive. Les échanges ont notamment porté sur le renforcement de la gouvernance publique et l'amélioration de la qualité des services administratifs. Nous avons fait un premier constat, mais il fallait renforcer ou approfondir le diagnostic. C'est ce qui nous a amené à organiser 14 ateliers thématiques. Ces ateliers nous ont permis à faire le diagnostic global de l'administration publique, où nous avons décelé 22 dysfonctionnements qui empêchent encore l'efficacité de notre administration publique à mieux servir les citoyens. Le diagnostic a été sans complaisance. La Guinéenne moyenne de la Guinée profonde nous a fait croire que l'État guinéen a des problèmes, des dysfonctionnements à la fois au niveau de Conakry, des régions, au niveau de la gestion des hommes, au niveau du matériel. On a voulu présenter les solutions. Au cours des travaux, les participants vont formuler plusieurs recommandations visant à rendre le programme plus cohérent, plus opérationnel et davantage adapté aux défis actuels de l'administration publique. Tout le rôle que nous jouons tous, qui qu'on soit, c'est le rôle de délivrer le service public, contribuer à l'intérêt général. L'armée est sur l'intérêt général, la sécurité, je dirais la justice, nous sommes tous dans
la réalisation du service public avec la mission de l'intérêt général. À la fin des travaux, les participants vont tenir compte des dernières modifications avant la finalisation du programme. Ce document servira de cadre de référence pour la mise en œuvre des réformes administratives au cours des prochaines années. Formation destinée aux journalistes sportifs des médias publics et privés, initiée par le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation. Cette formation de 4 jours a réuni des formateurs de Canal+ et de l'équipe au programme des modules sur la cérémonie de clôture avec Sidi Kissouma et Djibril Kamara. Pendant 4 jours, les 60 journalistes de sport de médias publics et privés ont approfondi les techniques de recherche de l'information, de préparation d'un commentaire de match de football. Une session de formation qui a également porté sur l'écriture journalistique afin de rendre les contenus plus captivants en vue d'offrir au public une information sportive de qualité. Au nom de tous les participants, nous prenons aujourd'hui l'engagement de mettre en pratique les connaissances acquises afin de contribuer à un journalisme de sport plus professionnel, plus crédible et davantage au service du public. Cette formation, c'était la consolidation de votre pirogue à tous. Solide, fiable, prête à naviguer loin. J'ai cru comprendre que la Guinée était en mouvement, qu'elle construit, qu'elle attire les regards, qu'elle écrit une nouvelle page. Et cette page, c'est vous qui allez la rédiger. Cette remise à niveau coïncide avec le coup d'envoi de la Coupe du Monde FIFA 2026. Les journalistes formés seront en première ligne pour animer les plateaux de télévision et analyser les matchs. Un renforcement de capacité voulu par le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation, qui veut garantir une couverture à la hauteur de l'événement. Une couche qui n'est pas formée n'a pas droit à la communication, puisqu'on n'aura pas la déontologie. Et vous intervenez dans une chaîne de valeur. Donc le renforcement des capacités doit être au cœur de nos politiques de développement, tel que nous l'avions inscrit dans notre pilier de développement, programme de développement référentiel Simandou 2040, qui met le capital humain au centre de ses priorités. Son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, a bien voulu offrir à la population guinéenne la diffusion de 44 matchs de la Coupe du Monde FIFA 2026. J'ai eu pas mal d'interactions avec des collègues pour mettre en implémentation cette vision politique du président. Ces 4 jours d'échange permettront à coup sûr aux journalistes participants d'être mieux outillés dans la pratique de leur métier où la concurrence devient de plus en plus rude. La mise en pratique de cette formation commence déjà avec la Coupe du Monde 2026. Comment anticiper les risques, protéger les investissements, renforcer la sécurité des travailleurs et garantir la durabilité des opérations minières. Autant de questions au centre des débats du Forum Zéro Armes organisé par la Chambre des mines de Guinée. Des expériences et solutions ont été partagées pour faire de la prévention une priorité absolue. Retour sur les temps forts avec Saint-Martin Francinadono et Candesila. Dès l'ouverture des travaux, les participants ont été invités à une réflexion approfondie sur la cartographie des risques dans le secteur extractif. Au cours du premier panel, les intervenants ont analysé les risques techniques, environnementaux et opérationnels auxquels sont confrontées les entreprises minières. L'organisation de cet atelier tire ses origines d'abord de notre plan stratégique qui consacre l'axe numéro 4 au principe ESG. Donc qui parle de principe ESG parle forcément des principes en ce qui concerne l'environnement, le social et puis la gouvernance. Le forum permet de rappeler l'importance de la vie humaine. L'ensemble de nos projets sont conditionnés par la présence des hommes et des femmes sur nos différentes activités. Donc c'est vraiment de rappeler à l'équipe managériale, de rappeler aux sociétés et aux décideurs que toute vie est importante dans un projet minier. Le deuxième panel a porté sur la résilience et la sécurisation des actifs stratégiques miniers en Guinée. Le capital humain est un capital précieux. Donc il est absolument important que nous nous référions d'abord au cadre institutionnel et réglementaire mis en place à travers les politiques publiques
que le gouvernement a mis en place, et de l'autre côté, qu'on s'intéresse à comment les opérations sont menées sur le terrain. Ce forum, il est très intéressant, qui parle de zéro arme, zéro préjudice, parce qu'on est là, c'est pour la gestion des risques. Tous les risques critiques qui peuvent conduire soit à des fatalités ou à des incapacités partielles ou permanentes doivent être gérés de manière proactive et anticipée. Pendant la première édition du forum Zéro Arme, tenu par la Chambre des mines de Guinée, les discussions ont également mis en évidence le rôle croissant des solutions financières innovantes dans l'accompagnement du développement du secteur, avec une réflexion consacrée au financement de la chaîne de valeur minière et un retour d'expérience sur les protocoles HSE, la santé au travail et les engagements des entreprises minières. Ouverture à Conakry du 12e congrès des assises de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest sous l'égide de l'Union du clergé de Guinée. Ce congrès a réuni des représentants du clergé de la sous-région autour du renforcement des liens de fraternité et partage d'expériences pastorales. C'est le Premier ministre Amadou Ouriba qui a présidé la cérémonie. Marie-Angélique Bangora. La présentation des drapeaux annonce l'ouverture du 12e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest, URPAO, ici à Conakry. Dans une ambiance empreinte de convivialité et de communion, les prêtres venus de plusieurs pays de la sous-région ont été accueillis par leurs confrères guinéens en présence des autorités administratives et religieuses. Nous, prêtres de l'Afrique de l'Ouest, par ce congrès, voudrions durant cette semaine de rencontres, à travers des conférences, débats animés par des experts consacrés et laïcs, nous engager à vivre, à sauvegarder et à valoriser une Église véritablement synodale en Afrique. L'Église en Afrique, de manière générale, et celle d'Afrique de l'Ouest de manière particulière, peut transformer ces défis, qui entre autres sont la pauvreté, la migration, le chômage, la sécularisation, la corruption. Donc peut changer ces défis en opportunité d'évangélisation inclusive et participative qui impliquent des enjeux précis. Malgré la diversité des réalités pastorales et sociales de leurs pays respectifs, les participants constatent que les défis auxquels ils sont confrontés restent souvent les mêmes. Une église synodale ne se réduit pas à une méthode de gouvernance ou à une série de consultations. Elle est avant tout une manière d'être église, fondée sur l'écoute de l'Esprit Saint, la participation de tous les baptisés et la co-responsabilité dans la mission ecclésiale, sans mettre en cause la place du magistère de l'autorité apostolique. Pendant 8 jours, les congressistes se pencheront sur plusieurs thématiques majeures, notamment le rôle du prêtre dans un contexte social en pleine mutation, la promotion de la paix et de la cohésion sociale, l'accompagnement des jeunes ainsi que les défis de l'évangélisation. Santé, et on parle de la planification familiale qui gagne du terrain en Guinée avec un taux de prévalence contraceptive passé de 13% en 2022 et 16% en 2024. Les autorités sanitaires entendent accélérer la dynamique. Cette année, la campagne nationale de planification familiale élargit son champ d'action à 3 garnisons militaires et ambitionne d'atteindre plus de 76 000 femmes en âge de procréer. Reportage Hadjiatou Bari. Offrir aux femmes et aux couples les moyens de mieux planifier leur avenir familial et de préserver leur santé, c'est l'objectif de cette campagne nationale de planification familiale. Pendant 5 jours, des services gratuits de planification familiale seront offerts dans les structures sanitaires du pays. Nouveauté cette année, la campagne s'étend également à 3 garnisons militaires afin de rapprocher davantage les services de santé reproductive des femmes et des familles vivant dans ces zones. Nous promettons fermement que nous serons là toujours pour répondre à vos attentes. Le fait même de venir commencer le lancement dans une de nos structures en est une preuve. Elle vise à lever les barrières financières, géographiques et socio-culturelles qui freinent encore l'adoption des méthodes contraceptives.
Au total, les autorités sanitaires ambitionnent de toucher 76 655 femmes en âge de procréer à travers des consultations, des séances de sensibilisation et l'offre gratuite de méthodes contraceptives modernes. Trop de femmes et de filles guinéennes expriment encore le désir de planifier leur vie, mais se heurtent à des barrières d'accès, de coûts ou d'information. Cette campagne vient précisément répondre à ce besoin pressant. Les résultats enregistrés ces dernières années témoignent des progrès réalisés. Le taux de prévalence contraceptive moderne est passé de 13% en 2022 à 16% en 2024. Des performances qui traduisent des efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires dans l'amélioration de l'accès aux services de santé reproductive. La planification familiale n'est pas un luxe. C'est une stratégie de survie, donc un droit fondamental et un levier puissant pour réduire la pauvreté, la faim et de sauver des vies. Dans les structures sanitaires, les équipes sont déjà mobilisées pour assurer la réussite de cette campagne. Produits contraceptifs, équipements et personnel qualifié ont été déployés afin de répondre aux besoins des bénéficiaires. Toujours dans le domaine de la santé, comment requalifier le transport des échantillons collectés dans les hôpitaux de l'intérieur du pays vers les laboratoires de référence? La question est au centre d'une rencontre à Conakry sur financement du gouvernement américain. FHI 360 mobilise les acteurs à l'élaboration du plan de transition de pérennisation du transport des échantillons en Guinée. Une feuille de route a été adoptée dans ce sens. Plus de détails avec Tierno Maroufba. La qualité et l'intégrité d'un échantillon biologique constituent le premier maillon de la chaîne de soins. Le renforcement du système de transport des échantillons s'impose comme un défi collectif. C'est dans cette dynamique que se tient à Conakry une assise de 2 jours sur l'élaboration et la validation d'un plan de transition opérationnel assorti d'un calendrier précis et d'indicateurs de suivi. Le transport des échantillons prenait énormément de temps. Pour illustrer, on est passé d'une vingtaine de jours à 3 jours à moins. Il ne s'agit pas là des chiffres, il s'agit des vies qui sont sauvées. Les 600 formations sanitaires sont désormais intégrées au système national de référencement. Ces acquis traduisent non seulement une amélioration logistique majeure, mais aussi un renforcement tangible de la surveillance sanitaire. La mise en place de ce plan de transition et de pérennisation du transport des échantillons en Guinée vient ainsi renforcer le dispositif national d'acheminement en vue de renforcer l'efficacité et la fiabilité des analyses biologiques. La transformation du système national d'acheminement des échantillons biologiques en Guinée n'est pas un projet isolé. Elle s'inscrit en droite ligne de la vision Simandou 2040. Le développement économique et social est indissociable de la santé de notre population. Des laboratoires parfaitement interconnectés, des résultats rendus dans les délais et une surveillance épidémiologique réactive sont les piliers indispensables à la productivité de nos citoyens et à la résilience de notre nation. Au terme des travaux, une feuille de route nationale est adoptée, accompagnée de recommandations stratégiques visant à assurer une transition réussie et une pérennisation durable du système de transport des échantillons en Guinée. Et pendant ce temps, en Guinée, les personnes handicapées diplômées souhaitent une plus grande participation à la vie publique. À l'occasion d'un point de presse, le collectif a appelé les autorités à renforcer les politiques d'inclusion et à concrétiser davantage les engagements en faveur de l'intégration des personnes handicapées dans les sphères administratives et professionnelles. Notre reporter Pascaline Yomalo a pris part à la conférence suivie. L'insertion professionnelle des diplômés était au centre d'une rencontre organisée ce mercredi à la Maison de la Presse de la Minière. À cette occasion, le collectif des personnes handicapées diplômées a attiré l'attention sur les difficultés rencontrées par nombre de ses membres dans l'accès à l'emploi et aux fonctions publiques. La plupart des handicapés, une fois qu'ils terminent les études,
C'est très difficile d'avoir un emploi. Comme il y a les tests de loi qui nous défendent, on a décidé nécessaire d'aller vers eux. On a fait beaucoup de démarches, mais sans suite favorable. Il y a des personnes handicapées diplômées qui cherchent leur premier emploi, qui ne veulent pas mendier. Devant les médias, les responsables du collectif ont mis en avant le potentiel et les compétences des diplômés concernés. Ils estiment que leur participation au processus de recrutement et de nomination pourrait contribuer davantage à la valorisation des ressources humaines et au développement du pays. Dès que tu as un handicap, les gens n'ont pas un très bon regard sur toi. Mais la personne handicapée elle-même doit avoir confiance en elle. Se dire que, comme j'ai suivi un cursus scolaire, ça a été sanctionné par un diplôme, il faut persévérer. Il faut se dire que il faut que je vive, mais pas d'aumône et de mendicité. Que moi aussi, j'ai un revenu, j'ai un salaire. C'est ce qui donne la dignité à un être humain. À travers cette initiative, le collectif souhaite encourager une plus grande ouverture des opportunités professionnelles. L'objectif est de favoriser une participation plus large de tous les diplômés à la vie administrative et au développement national. À Zérékorech, le district de Kabieta dans la sous-préfecture de Womé vient d'abriter la célébration de la Journée internationale de l'environnement couplée avec celle de la commémoration mondiale de la biodiversité. Cette double célébration vise à contribuer au renforcement de l'engagement des élèves, enseignants et communautés riveraines dans la protection de la biodiversité. Mohamed Saloupaï est notre correspondant sur place. La lutte contre le changement climatique et la conservation durable de la forêt classée du Mombero mobilise les clubs écologiques venus de Wenzo, Léné, Bola, Sadou, Lomu, Tipeta et de Kolopata. Ce rendez-vous de Kabieta célèbre conjointement la Journée internationale de la biodiversité et celle de l'environnement. L'accent est mis notamment sur l'engagement des riverains de ce massif forestier. Si nous vous recevons aujourd'hui dans cette localité, ça peut informer et sensibiliser pour lutter contre la déforestation. Et cela nous donnera la force, le courage pour combattre ce fléau. Nous avons la noble mission de former des citoyens responsables, conscients des enjeux environnementaux et capables d'apporter des comportements responsables et respectueux envers la nature. L'une des reliques de flore les plus importantes de la région, l'enjeu de la préservation du Mombero est détaillé par le directeur exécutif de Guinée Écologie en marge de ces festivités. Pour avoir un impact global, il faut agir localement. Et c'est d'ailleurs cela qui reflète le thème que nous avons choisi pour célébrer donc cette journée avec les écoles, pour dire que nous sommes les gardiens du Mombero. Donc il faut apporter une éducation, et l'éducation joue un rôle essentiel dans la préservation de notre biodiversité. Nous devons renforcer nos actions en faveur de la restauration des écosystèmes, du reboisement, de la gestion durable des forêts, de la promotion des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles. Avec une biodiversité remarquable, dont plusieurs espèces, notamment le chimpanzé occidental, l'hippopotame pygmée, le singe Diana et plusieurs espèces végétales à forte valeur écologique et socio-économique de l'écosystème du Mombero, est aujourd'hui un impératif pour la synergie des acteurs. Dans le Grand Conakry, des infrastructures modernes au service des populations. À peine un mois après leur mise en service, les 5 ouvrages affichent déjà un impact positif sur la mobilité urbaine. Mais la circulation anarchique des gros porteurs menace leur durabilité et soulève des préoccupations. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Aboubakar Junior Camara. Suivez. C'est en 2022 que le projet de construction des 5 ponts et leurs voies d'accès a été lancé. Après 3 ans et demi d'intenses travaux, les infrastructures sont remises aux populations et elles augmentent substantiellement aujourd'hui la fluidité de la circulation dans le Grand Conakry. Fruit de la coopération avec le Royaume de Belgique, ces ponts sont à Kassonia, Kisoso, Demoudoula, Kiroti et Kakimbo.
La population de Conakry exprime leur reconnaissance au chef de l'État. Nous sommes très contents pour ce pont parce qu'on avait tellement duré ici, il n'y avait pas de route, il n'y avait que des brousses et autres. Mais là aujourd'hui, depuis que le président Mamadi Doumbouya est là, on dit aujourd'hui Alhamdulillah parce que grâce à lui aujourd'hui, la sécurité maintenant s'est améliorée par là, ça s'est renforcé tellement. Nous sommes tellement contents par là. Nous dirons à les gens de respecter les codes de route, suivre là où les piétons doivent passer, que les voitures puissent circuler normalement. Derrière ce plaisir des usagers se cache un comportement inadmissible. Les gros porteurs ont déjà endommagé ces barres qui indiquent la hauteur du tablier à 3 mètres de hauteur. Ils forcent le passage et les conséquences sont visibles sur les ouvrages. Bétonnaire a passé ici, ça n'a même pas fait 2 semaines. Il y a une femme qui m'a appelé que le bétonnaire a déjà gâté. Il y a une barricade à la rentrée là-bas. Il y a des poids lourds qui ne devaient pas passer, tels que les bétonnaires avec les citernes. Et ils ont formellement interdit pour les passages, pour garantir les ponts. Parce qu'il est venu casser ça. Je suis parti en courant, je l'ai bloqué, j'ai déjà appelé maintenant les centrales. Et ils sont venus, on les a conduits à la commissariat central de Nongo. Il va répondre à la population. Il y a une barre qui indique la hauteur des véhicules qui doivent rentrer sur ces ponts. C'est la hauteur de 3 mètres. Malheureusement, les gros porteurs forcent le passage et ils ont endommagé tous ces fers-là. Nous intervenons, mais ils ne nous écoutent pas. C'est pourquoi nous voulons vraiment que l'État prenne ses responsabilités pour sauver ces ouvrages. Le pont de Kassoyan, avec ses 7 km de route d'accès, désenclave la presqu'île et sert de déviation entre Koya, sans passer par Sanoya, Fassia et Gomboya. Un ouf de soulagement pour les populations. Je dis merci d'abord au premier responsable du pays qui nous a aidé à avoir un pont qu'on ne pensait pas avoir. Et aujourd'hui, ça a diminué aussi le coût de transport des populations de Kassoya et ceux de Daboro. Parce qu'avant, on quittait à 36, on venait juste au niveau du pont et on descendait les passagers. Et ils passaient à pied pour aller de l'autre côté, encore emprunter une autre moto pour aller chez eux. Mais avec le pont, même si vous allez rester à 36 ou bien en ville jusqu'à 0h, vous venez, vous allez trouver la moto. Et le pont nous rend beaucoup de services. Ce que nous demandons encore, nous voulons qu'il y ait de la sécurité au moins à la rentrée et à la sortie du pont. Parce qu'on est ses amants, il faut toujours prévenir le mal avant que ça ne vous arrive. Nous sommes très heureux d'avoir une bonne route parce que la majorité de la population déménage actuellement dans le village de Kansoya. Les véhicules circulent très bien. Il y a une partie pour les piétons, on passe sans dérangement. Ces routes d'accès et ces ouvrages financés à hauteur de 65 millions d'euros devraient permettre de rendre attrayante la circulation de Conakry et l'implication de chacun pour leur entretien quotidien est plus que nécessaire. Suite du journal et on parle développement local dans la région de Kindia. La Confédération des associations pour le développement de l'INSAN multiplie les initiatives en faveur des populations. Grâce à la mobilisation des ressortissants et résidents, plusieurs infrastructures communautaires viennent d'être réalisées et officiellement inaugurées. Parmi elles, un établissement scolaire de 6 salles de classe et une direction à hauteur de 335 millions de francs guinéens. Reportage Mounir Bari, Tierno Sadouba. À Kissan, dans la sous-préfecture de l'Insan, région administrative de Kindia, les ressortissants et résidents célèbrent l'aboutissement de plusieurs projets communautaires. Forages, écoles, mosquées figurent parmi les infrastructures réalisées pour répondre aux besoins essentiels des populations et soutenir le développement local. On souhaiterait que tous les fils de Kinsan y adhèrent pour voir comment est-ce qu'on va marcher ensemble pour qu'on puisse réaliser beaucoup de projets pour notre communauté parce qu'on ne peut pas laisser tout dans la main de l'État. Je crois que l'État est en train de faire beaucoup et nous allons passer le message aussi pour que l'État encore nous assiste encore de plus. Située à plus de 200 km de Conakry, la localité de Kinsan poursuit sa marche vers le développement grâce à l'engagement de ses fils et filles.
À travers ces réalisations, les communautés entendent renforcer l'accès à l'éducation, améliorer les conditions de vie des habitants et favoriser un meilleur accès aux services sociaux de base. C'est qu'il ne faut pas attendre l'État. Ce que toi tu peux faire, tu attends il faut que l'État fasse ça à ta place. C'est pas bon. Dans les autres pays, c'est dans ce cadre qu'il nous dépasse. Ce que j'ai vu ici, faire une mosquée, l'école, et les forages comme ça là. Nous allons faire aussi notre mieux et que nous allons tout faire pour que cette école, l'école primaire de Siminia, si je ne me trompe, donc pour qu'elle puisse fonctionner et nous allons avoir l'œil sur cette école. Donc les donateurs ne seront pas dessus. La mise en service des infrastructures contribue à réduire l'isolement de la localité et à améliorer le quotidien des populations. Au-delà des ouvrages réalisés, les ressortissants et résidents de Kinsan misent également sur la promotion de l'unité, du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la solidarité. On s'intéresse ce soir à la structuration des filières bétail, viande et porcine. Une nouvelle étape vient d'être franchie par notre pays. Les acteurs de ces deux secteurs stratégiques se sont réunis à l'occasion d'un atelier de concertation sur la mise en place des interprofessions régionales, une initiative du ministère de l'Élevage qui vise à mettre de l'ordre entre les différents maillons de la chaîne de valeur. Marwan Kamara pour des précisions. Dans cette salle, c'est toute la chaîne de valeur des protéines animales de Guinée qui s'est donné rendez-vous. L'enjeu est de taille, transformer les filières traditionnelles en véritable industrie compétitive grâce à la création d'interprofessions régionales. La première phase, il fallait faire l'état des lieux, donc un diagnostic pour échanger, susciter des débats en interne avec les professionnels pour recueillir leur point de vue sur la dynamique organisationnelle existante, en passant à la deuxième phase qui consiste à la structuration effective des interprofessions de dimension régionale et l'interprofession de dimension nationale. Cela représente de redynamiser notre processus afin d'en sortir un résultat idoine, non seulement des résultats de la production des éleveurs en général, mais aussi dans la mise en place du processus fiable et crédible. Pendant 10 jours, les discussions ont été intenses. Il s'agit de mettre autour d'une même table des acteurs dont les intérêts ont parfois divergé. Nous sommes en train de mettre la filière bétail, viande et porcine en interprofession pour rejoindre la dynamique de changement que l'État a voulu appuyer au niveau des producteurs pour que ces organisations puissent se mettre en interprofession. Il faut les organiser et qu'ils soient comme des introducteurs vraiment crédibles. Ensuite, il faut leur donner la compétence, il faut les encadrer, il faut leur permettre d'accéder à des crédits de manière à ce qu'ils soient de plus en plus professionnels. Cette concertation des acteurs est une étape importante dans la professionnalisation du secteur de l'élevage en Guinée, avec l'ambition de renforcer sa contribution à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et au développement économique du pays. Et puis, une étape majeure vient d'être franchie dans la modernisation de la formation professionnelle en Guinée. L'École normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel et Kouma Academy ont scellé une alliance stratégique visant à intégrer l'intelligence artificielle dans les programmes de formation professionnelle. Cet accord s'inscrit dans le cadre de Simandou Academy. Le point avec Moussa Koumar. Le monde change, les métiers évoluent. Les compétences se réinventent et l'intelligence artificielle s'intègre progressivement dans presque tous les secteurs. Face à cette mutation accélérée, l'École normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel veut repenser sa méthodologie pédagogique. C'est dans cet esprit qu'elle signe ce partenariat avec Kouma Academy pour profiter des avantages de cet outil de transformation économique et sociale. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'AMPET aujourd'hui à travers la signature de ce partenariat stratégique et technique dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Nous sommes ravis de signer cette convention aujourd'hui avec Kouma qui permettra à l'AMPET la numérisation de notre institution, de la transition entre la formation académique dans les classes pures et dures et la formation numérique.
Kouma Academy est un groupe de recherche et de développement axé sur l'intelligence artificielle. Présent dans plusieurs pays de la sous-région, il va alors apporter son expertise pour renforcer les compétences des formateurs et rapprocher l'école des réalités du travail. Une démarche innovante qui place la technologie au cœur du savoir, de la créativité et du progrès. Ce partenariat avec AMPET rentre dans le cadre de notre cœur de métier qui est tout ce qui est recherche et développement, axé sur l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux outiller et aussi accompagner AMPET dans sa transition de ses méthodologies de travail, dans sa transition de son cadre de travail avec ses enseignants, pour mieux utiliser l'IA, pour mieux se doter à mieux utiliser l'IA dans leur quotidien. Ce partenariat stratégique qui entre dans sa phase d'opérationnalisation avec cet atelier va durer 2 ans. Les modules de formation en informatique et systèmes d'information seront repensés. Une visite guidée a permis de comprendre tout le défi. Favoriser l'autonomisation économique des femmes tout en réduisant la fracture numérique, c'est le pari de l'ONG Mon Enfant, Ma Vie à travers une initiative en faveur de 100 femmes de Dubrika pour accompagner cette dynamique et faciliter leur accès aux opportunités offertes par le numérique. L'application Moussotek a également été mise à leur disposition. Alpha Isiagaba. 100 femmes venues de la préfecture de Dubrika bénéficient d'un apprentissage pratique axé sur la gestion financière et l'initiation à la micro-entreprise. Budgétisation, gestion des revenus entre autres. Autant de thématiques abordées pour permettre à ces participantes de mieux structurer et rentabiliser leur activité. Les 100 femmes qui sont là sont dans le cadre d'un projet test. Si ce projet fonctionne bien, il sera ouvert à des millions de femmes guinéennes, afin qu'elles puissent enseigner auprès d'autres femmes l'utilisation de ces applications. Nous, en tant qu'autorité de Dubrika, nous nous engageons non seulement de faciliter la tâche à l'ONG, mais aussi de nous impliquer de bout en bout pour la réussite de ce projet. L'ONG Mon Enfant, Ma Vie entend ainsi contribuer à l'émergence d'un entrepreneuriat féminin plus dynamique. Déjà, l'ONG met à la disposition des bénéficiaires l'application Moussotek, une application qui vient ainsi renforcer l'inclusion économique des femmes. Cette application Moussotek est disponible en langue locale, Soussou, Mandinka, Pula et Kissien. Ça va être des outils numériques, audio et visuels. Aussi une application qui vous permettra de savoir comment gérer votre argent. Cette application Moussotek, elle est une nouveauté pour nous parce qu'elle va vraiment contribuer à l'inclusion digitale des femmes vivant en milieu rural. C'est pourquoi on va commencer avec la préfecture de Dubrika pour 100 femmes comme phase pilote. Cette initiative illustre une conviction de plus en plus partagée. Lorsque les femmes disposent des compétences financières et des outils numériques nécessaires, elles deviennent des puissants moteurs de développement pour leur famille et l'ensemble de la société. Page noire pour terminer. Décédé il y a 2 semaines des suites de maladie, le patron du groupe de presse Lynx Lance a reçu ce jeudi tous les honneurs dus à son rang. Celui qui a su tracer les voies d'une presse libre en Guinée est qualifié par ses pairs, la corporation ainsi que sa famille comme une école de vie, un ciment social pour la nation tout entière. Dès l'annonce de sa disparition, le chef de l'État l'a élevé au rang du chevalier de l'Ordre national du Koulati. Compte rendu de tous les hommages avec Abdul Karim Kamara. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Depuis le 1er juin 2026, la disparition d'une identité collective transcende la sphère privée pour affliger la nation guinéenne. Ce jour-là, le fondateur du premier journal satirique du pays, El Hadj Souleymane Diallo, le maître des élèves en journalisme, entamait ainsi un voyage sans retour à l'âge de 81 ans. Cette disparition incarne désormais la perte d'un repère identitaire et moral. Tu étais ce père brillant qui nous damait tous le pion au jeu du menteur. Celui qui avait toujours une longueur d'avance,
Tu voyais ce qui était encore invisible pour le commun des mortels. Et pourtant, tu restais d'une humilité sans nom. Tu savais écouter, analyser et ne jamais t'asseoir sur tes réussites. Toujours chercher à faire mieux. Voilà ton véritable héritage. Si je devais caricaturer le doyen Souleymane Diallo, je dessinerais simplement une silhouette certes mince, mais inflexible. Inflexible dans ses convictions, inflexible dans le respect des règles qui gouvernent son groupe de presse. Chez nous au Lynx, la liberté de la presse ne consiste pas à critiquer le gouvernement le lundi pour le soutenir le mardi. Elle consiste à pouvoir dire non à quiconque et à tout moment. Fin de citation. Durant toute sa carrière professionnelle, ce journaliste émérite demeure indéfectiblement attaché à la cause de son groupe de presse Lynx Lance et celle du combat pour la liberté de la presse en Guinée. Ses accomplissements ou ses combats devaient unifier les égaux. Diallo Souleymane fut l'architecte de notre émancipation collective, membre fondateur et tout premier président de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, AGEPI. Il a su, dès les premières heures, qu'un journaliste isolé est un journaliste vulnérable. Son engagement associatif nous rappelle une vérité immuable. Il n'y a pas de liberté durable sans solidarité professionnelle. Je pense aujourd'hui est un jour de réflexion profonde, est un jour de mémoire qui devrait être gravé dans l'histoire de la presse guinéenne. Le monde du journalisme, amis et collaborateurs, membres de la famille, autorités, ainsi que toute la nation entière rendent un hommage mérité. Hommage à cet homme qui incarne des idéaux et un pan de l'histoire de son pays. Peu avant de s'envoler, M. Diallo nous a demandé de nous habituer à sa longue absence. C'était sa manière de nous faire ses adieux, de nous transmettre le flambeau. Au nom de mes collègues, je voudrais rassurer tous ceux qui se préoccupent de la survie du Lynx. Notre loyauté, notre détermination demeurent. Mais le Lynx, plus qu'un journal, c'est un patrimoine national. Et c'est partant de la capacité de ce journaliste dans l'âme, descendant de Karamoko Alpha Molabé, à fédérer un pays tout entier au-delà des clivages politiques que le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, a élevé l'homme au rang du chevalier de l'ordre national de Colatier pour service exceptionnel rendu à la nation. Cette distinction ne constitue pas une simple reconnaissance protocolaire. Elle exprimait la gratitude officielle de la République pour une vie consacrée à l'information, à la liberté d'expression, au pluralisme, à l'enracinement de la démocratie dans notre pays. La contribution d'un homme qui a consacré sa vie à informer, à questionner et à éveiller les consciences. Que son âme repose en paix. Par les différents hommages et messages de compassion, l'on réalise finalement que Souleymane Diallo a su tracer la voie pour les générations futures. Générations qui pensent que sa mort ne marque pas une rupture dans le temps. Le digne fils de Hans Sangaré, sous-préfecture de Hafia, rejoint sa dernière demeure ce vendredi 12 juin 2026 au mausolée de Karamoko Alpha Molabé. Dors en paix, professeur des élèves. Que l'âme de Souleymane Diallo repose en paix. Amen. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. À très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.